Si vous et vos amis étiez piégés dans un jeu mortel sans fin, où perdre signifierait que vous serez effacés pour toujours de la mémoire de tout le monde, que feriez-vous? Ces 6 camarades de classe sont obligés de faire équipe quand un esprit maléfique les emprisonne dans un cauchemar terrifiant interminable. Et s'il vous dévore, personne ne se souviendra plus que vous avez existé un jour. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre le jeu de la boucle temporelle meurtrière dans Remember. Ces étudiants sont sur le point de découvrir que le véritable jeu de la mort pourrait être celui des amis qu'ils croiseront sur leur chemin. Il est tard dans la nuit et quelque part dans une forêt sombre, cette petite fille Miko s'enfuit pour sauver sa vie. Elle est pourchassée par un détraqué armé d'une hache. Terrifiée, elle arrive enfin à sa maison et se précipite à l'intérieur. Mais l'endroit semble complètement abandonné et il n'y a aucun signe de sa famille en vue. Elle réfléchit rapidement et se réfugie dans le bureau de son père, dont elle bloque la porte avec une chaise, avant de se mettre à l'abri derrière le bureau. Pendant un moment, tout est calme. Mais tout à coup, la fenêtre derrière elle vole en éclats. Et elle ne peut que regarder l'homme grimper à l'intérieur et marcher lentement vers elle. Il la tue brutalement sans jamais lui laisser la moindre chance de s'échapper. C'est horrible. Et il vient de déclencher une terrible malédiction qui va hanter à jamais les lycéens de cette ville, qui ne se doutent encore de rien. Ok, la babysitter de cette petite fille doit être virée immédiatement. Je veux dire sérieusement, que faisait cette gamine dans les bois toute seule au beau milieu de la nuit? En plus, qui est ce type à la hache et pourquoi s'en prend-il à une fillette de 8 ans? Nous n'avons jamais vraiment de réponse à ce genre de questions, mais ce que nous pouvons faire, c'est examiner sa stratégie de survie pour voir si nous pouvons apprendre quelque chose de ses erreurs. Miko a commencé fort, parce qu'elle a réussi à atteindre la sécurité toute relative de sa maison, et elle a trouvé un endroit où se cacher. Mais c'est juste après ça que tout est parti en vrille. Barricader la porte avec la chaise était une bonne idée, mais comme nous venons de le voir, ça ne sert pas à grand-chose s'il y a une fenêtre juste derrière vous. Si avoir la taille d'un enfant ne vous rend pas service en cas de combat, ça vous permet cependant de vous cacher dans des endroits plus créatifs. Miko ici aurait pu chercher une cachette moins visible, comme par exemple un de ces placards sous la bibliothèque, s'il y a de la place. Mais si vous vous faites attraper, c'est la fin de la partie assurée. Il faut toujours essayer de trouver une arme improvisée avant de se mettre à l'abri. Mais même avec une arme, un combat entre une enfant de 8 ans et un adulte ne sera jamais équitable. C'est pourquoi ça aurait été une bonne idée d'essayer d'utiliser le téléphone du bureau pour appeler à l'aide, à condition qu'il fonctionne. Ou de se faufiler discrètement par la fenêtre ou une sortie latérale pendant qu'il fouillait toujours la maison. Puis de courir vers un endroit où il y aurait d'autres adultes qui auraient pu la protéger. Quoi qu'il en soit, cette pauvre fillette ne méritait certainement pas de mourir comme ça. Et maintenant, son esprit est sur le point de réclamer vengeance. Bien des années plus tard, le réveil de cette adolescente, Asuka, se met à sonner, et elle se réveille pour une nouvelle journée d'école. Mais cette journée est sur le point d'être la pire de sa vie. Au lieu de manger avec ses camarades de classe à l'heure du déjeuner, Asuka trouve un coin tranquille devant une chapelle où elle peut manger en paix. Tout à coup, un nombre incroyable de mains ensanglantées commence à s'élever du puits vide devant le bâtiment, avant de disparaître quand un groupe d'ouvriers de construction débarque. Alors qu'Asuka retourne en classe, le fantôme d'une petite fille disparaît dans la ruelle derrière elle. Tard dans la nuit, alors qu'Asuka se prépare à aller se coucher, elle reçoit tout à coup un étrange SMS d'un numéro inconnu qui parle d'une personne appelée la Rouge Sang. Le numéro continue de la bombarder de messages menaçants, et Asuka est tellement terrifiée qu'elle jette le téléphone sur son bureau et saute dans son lit pour se cacher sous les couvertures. À ce moment-là, l'horloge sonne minuit, et c'est alors que le jeu de la mort commence. Tout à coup, Asuka réalise qu'elle a été téléportée à l'intérieur de la chapelle abandonnée, avec 5 autres de ses camarades de classe. Il y a les élèves populaires Takahiro et Rie, plus une autre fille de leur classe nommée Rumiko. C'est un télo Shota et ce solitaire Atsushi qui n'a pas du tout envie de jouer au jeu. Ce dernier sort du bâtiment tout seul pour vaquer à ses occupations. Mais c'est là sa plus grosse erreur. Il entend un bruit étrange qui provient de quelque part dans l'obscurité et il est tout à coup attaqué par un agresseur invisible. Les autres arrivent en courant quand ils l'entendent crier, mais le temps qu'ils arrivent jusqu'à lui, Atsushi a déjà été complètement découpé en deux. À peine l'ont-ils trouvé qu'ils entendent un autre hurlement. Cette fois-ci, il s'agit de Rumiko qui vient d'être projetée à travers la fenêtre d'un immeuble voisin et qui se retrouve empalée sur un tesson de verre brisé. Terrifiés, ils aperçoivent une silhouette à travers la fenêtre cassée et les 4 survivants se mettent à courir pour sauver leur vie. Ils tentent de s'échapper par le portail, mais celui-ci est verrouillé et il est impossible de l'ouvrir, ce qui les oblige à se cacher rapidement dans les vestiaires. Les survivants se séparent et chacun trouve sa propre cachette, jusqu'à ce que tout à coup, Shota soit soulevé en l'air et fracassé contre le mur, la tête la première, encore et encore. Et il est tué avant même que les autres ne puissent réagir. Takahiro attrape Asuka en lui faisant signe de se taire, mais Rie se précipite en courant vers le 2e étage. Ils la poursuivent et la voient avec le ventre complètement ouvert se faire jeter par-dessus la balustrade par la créature. Celle-ci continue de les poursuivre, et elle oblige Takahiro et Asuka à se réfugier dans l'infirmerie et à s'y enfermer.
Takahiro cache rapidement Asuka sous un délit, et il lui dit de rester silencieuse pendant qu'il essaiera de tenir la porte. Il résiste aussi longtemps qu'il le peut, mais la créature se ferait facilement un chemin à l'intérieur avant de le soulever et de l'empaler sur une étagère cassée. La créature se tourne alors vers Asuka, la tire violemment dessous le lit, et c'est alors que nous voyons enfin qui a tué ses camarades de classe. C'est la petite Miko avec sa peluche. Asuka tente de s'échapper, mais l'esprit s'élance vers elle, lui plante son bras entier dans la bouche et lui défonce l'arrière du crâne. Ok. Alors là, ça a vite dégénéré. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura toujours une occasion de réessayer le soir suivant. Le légendaire général chinois Sun Tzu a presque tout compris quand il a dit que connaître les forces et les faiblesses de son ennemi est un des principaux facteurs qui détermine si on goûtera au frisson de la victoire ou si on subira l'agonie de la défaite. Dans le cas présent, nous savons que l'ennemi, c'est l'esprit vengeur de Miko, une fillette de 8 ans qui a été tuée des décennies plus tôt. Il est intéressant de noter qu'avant de tuer Asuka, la petite fille fantôme a été déconcentrée un instant quand elle a commencé à sautiller sur le lit d'hôpital. Ça signifie que même si elle est clairement une sorte de démon, elle possède encore un peu de sa personnalité, et elle a encore des envies d'une enfant de 8 ans. Si c'était moi à la place d'Asuka, j'essaierais de m'appuyer sur ça et je laisserais stratégiquement en évidence des choses qui pourraient intéresser une gamine de son âge afin de la distraire. Il suffirait d'utiliser ce qui est disponible dans l'école. Il y a des ballons de basket et d'autres équipements sportifs dans le gymnase de l'école, du matériel d'art et d'artisanat dans l'atelier de dessin, des instruments dans la classe de musique, et même un livre de la bibliothèque pourrait l'intéresser. Il pourrait essayer de laisser ces objets amusants dans des endroits stratégiques et les utiliser pour distraire temporairement la fillette. Ce qui leur donnerait l'occasion de s'échapper ou même de prendre l'avantage sur elle quand elle baissera sa garde. Un autre facteur que nous pourrions exploiter à notre avantage, c'est la peluche de la fillette. Elle semble y être très attachée, parce que même morte, cet enfant ne veut aller nulle part sans sa peluche. Si Asuka et ses amis parvenaient à mettre la main sur son jouet, ils pourraient l'utiliser comme monnaie d'échange en menaçant de le détruire, sauf si la fillette les laisse tranquilles. Ça vous vaudra probablement un autre bras à travers le visage, mais comme nous serons renvoyés à notre lit de départ après avoir été tués, ça ne peut littéralement pas faire de mal d'essayer. Une chose qu'ils ont dû remarquer à présent, c'est que la fillette semble ne s'en prendre qu'à des individus isolés plutôt qu'à des groupes. C'est pourquoi la meilleure façon de rester en sécurité, c'est de se regrouper, parce que si on est seul, on sera toujours le premier visé. Ils ont essayé de courir et ils ont essayé de se cacher, mais jusqu'à présent, personne n'a essayé de se battre jusqu'au bout. Bon, pour être honnête, si cette gamine de 8 ans peut soulever quelqu'un qui fait 2 fois sa taille et le plaquer au plafond avec autant de facilité, alors le fait de se battre ne va probablement pas fonctionner. Mais on ne saura jamais avant d'avoir essayé. Et le meilleur moment pour le faire, c'est quand on a l'avantage du nombre. Outre le fait de dire aux démons d'en venir aux mains, on pourrait utiliser les équipements sportifs et le matériel d'entretien de l'école comme arme de fortune. Par exemple, quand le démon a frappé Shota dans les vestiaires, ils auraient pu pousser un des meubles à chaussures et le coincer en dessous. Quand le démon a coincé Asuka et Takahiro dans l'infirmerie, verrouiller la porte était un bon début. Mais Takahiro aurait dû essayer de bloquer la porte avec un meuble au lieu de la maintenir fermée avec son corps. En plus, il y avait certainement de l'alcool à brûler à proximité qu'ils auraient pu utiliser pour allumer un feu, s'ils avaient pu trouver quelque chose pour faire une étincelle. Tout ça a commencé juste après qu'Asuka ait vu des mains sortir du puits. Le rêve a également commencé quand ils se sont retrouvés dans la chapelle, là où les visions ont commencé à l'origine. Alors, ça ne ferait pas de mal d'y retourner et de surveiller l'endroit pendant la journée. Peut-être que les travaux de construction ont dérangé la dernière demeure de la fillette et qu'il suffirait de lui donner une sépulture digne de ce nom ailleurs pour que le problème soit résolu. Si c'était moi à leur place, la prochaine fois, j'essaierais de recouvrir rapidement le haut du puits pour que la petite fille ne puisse pas en sortir. Ou de la capturer et de la rejeter au fond, juste pour voir ce qui se passe. Avant que le jeu de la mort ne commence, Asuka avait reçu d'étranges SMS non désirés envoyés par un numéro inconnu. Si c'était moi à la place d'Asuka, je demanderais aux autres s'ils ont reçu ces messages eux aussi. Parce que si ces messages sont encore sur leur téléphone, ils pourraient essayer de communiquer avec la personne qui les leur a envoyés, ce qui pourrait même leur donner des pistes utiles. Peut-être que le fait de trouver le numéro qui a envoyé les messages leur permettrait de remonter jusqu'à une personne ou une adresse particulière qui les mettrait sur la bonne voie. Pour finir, nous devons nous demander pourquoi la Rouge Sang les a choisis eux 6 précisément parmi tous les élèves de l'école. Si fuir, se cacher et se battre n'a pas fonctionné, alors peut-être qu'essayer de communiquer avec elle et découvrir exactement ce qu'elle veut pourrait être la clé pour briser la boucle. Nous ne connaissons pas encore les motivations de l'esprit, mais ce que nous découvrirons pourrait nous mener à une solution. Asuka se réveille dans son propre lit et elle se sent parfaitement bien. À ce moment-là, elle a l'impression que tout ça n'était qu'un cauchemar complètement fou. Mais alors qu'elle effectue sa routine matinale, elle se rend compte que tous les événements se déroulent exactement de la même façon que la veille. Les autres élèves qui étaient dans le rêve s'en rendent compte eux aussi. Ils se regroupent donc dans le couloir pour essayer de comprendre ce qui se passe. Selon Shota, ils sont piégés dans un jeu de la mort appelé la chasse au corps, où ils doivent trouver les parties du corps de sa dernière victime qui ont été cachées, et ils doivent les ramener dans le cercueil de la chapelle tout en évitant d'être tués par la Rouge Sang. Tous les soirs à minuit, le jeu recommencera, et rassembler toutes les pièces du corps est le seul moyen de briser la boucle.
Ils vont devoir travailler ensemble pour y parvenir. Sinon, ils seront tous les 6 bloqués dans la boucle temporelle pour toujours. Ce soir-là, les 6 ados sont téléportés à l'école, à l'exception d'Atsushi qui refuse toujours de participer au jeu. Les 2 autres filles montent au 2e étage et laissent Asuka toute seule. Celle-ci décide donc de fouiller l'atelier d'art, et elle tombe par hasard sur Takahiro. Au début, ils ont l'impression d'être de nouveau dans une impasse, mais c'est alors qu'Asuka aperçoit un bras démembré qui flotte dans un aquarium au fond de la pièce. Tout à coup, les lumières se mettent à vaciller, alors que la rouge sang s'approche d'eux. Takahiro réfléchit rapidement et donne le bras à Asuka, et il lui dit de courir vers la chapelle pendant que lui combattra l'esprit pour gagner du temps. Dans un moment de grande bravoure, il réussit à lui faire un formidable chokehold et claque notre vieux démon qui va s'écraser contre un mur. Mais celui-ci se remet rapidement sur pied et le tue alors qu'Asuka s'enfuit pour sauver sa peau. Shota les entend crier et il essaie de se cacher dans un casier. Mais la fillette démoniaque surgit et pousse le casier et Shota dans les escaliers avant de sauter de l'étage supérieur et de le tuer à son tour. À l'étage, les 2 autres filles aperçoivent Asuka qui court dans le couloir comme si elle faisait son jogging du matin. Mais la rouge sang arrive juste derrière elle. Elles activent rapidement une porte de sécurité qui ferme le couloir. Et Asuka se glisse sous la porte juste à temps, à la manière d'Indiana Jones. Les filles prennent un moment pour examiner le bras, jusqu'à ce que tout à coup, l'esprit arrive à forcer le bas de la porte de sécurité. Et elle agrippe Rumiko depuis l'autre côté. Asuka tente d'aider sa camarade, mais l'esprit les tire toutes les 2 sous la porte et les réduit en lambeaux. Il ne reste plus que Rie pour finir le travail. Alors que l'esprit la pourchasse, Rie retourne en courant à la chapelle et place le bras à l'endroit prévu dans le cercueil. C'est à ce moment-là que la rouge sang s'élance et la tue elle aussi. Et encore une fois, la boucle temporelle se réinitialise. Ok, je me dois de les féliciter. Pour leur 2e passage dans la boucle, ils ont fait de gros progrès. La plus grande partie du travail de terrain se fait dans le monde des rêves. Mais s'ils ne profitent pas de la journée, ils perdront une grande partie de leur temps qu'ils pourraient utiliser pour mieux se préparer. Par exemple, pendant que Takahiro faisait une pause pendant l'entraînement de basket, il y a eu un plan rapide où j'ai eu l'impression de distinguer le cadenas sur le portail. Ce même cadenas sur la grille où ils se sont retrouvés bloqués lors de leur premier passage dans la boucle temporelle. Si j'étais à la place de Takahiro, j'essaierais de déverrouiller le portail pendant la journée et de voir s'il reste déverrouillé une fois qu'on est dans le rêve. Si c'est le cas, alors ça leur permettrait de mettre en place des choses pendant la journée qui pourraient les aider pendant le cauchemar. Ils pourraient aussi essayer de se coucher avec quelque chose sur eux qu'ils pourraient utiliser pendant le cauchemar, comme une arme par exemple, qu'ils pourraient apporter dans le monde des rêves. Quand elle s'est couchée, Asuka était en pyjama, mais dans le rêve, elle a retrouvé son uniforme d'écolière. Après avoir constaté ça, si c'était moi à leur place, j'essaierais de mettre des objets utiles comme des armes ou des clés dans les poches de nos uniformes, parce qu'ils pourraient encore s'y trouver lors de la prochaine boucle. Ils devraient essayer de vivre leur journée avec une routine différente à chaque fois et de modifier les événements autant que possible, parce qu'ils pourraient finir par faire quelque chose qui perturberait aussi le cycle. Une fois que le cauchemar reprendra, il faudra que tout le monde soit du même côté, en équipe. Ils doivent absolument convaincre Atsushi de s'impliquer lui aussi, parce qu'un bouclier de viande supplémentaire, je veux dire une paire de mains supplémentaires, pourrait faire toute la différence. Il ne veut pas être dans le groupe, mais plus vite nous résoudrons le problème, plus vite ce sera fini. La vérité, c'est qu'il a toutes les raisons de devoir aider. Les lycéens ont commis une grosse erreur en se séparant à nouveau, ce qui a donné aux démons plus de chances de les attraper un par un. Ils devraient plutôt rester au moins par groupe de 2, et se concentrer à fouiller l'école zone par zone. De cette façon, ils pourraient appliquer la stratégie de Takahiro et Asuka, où une personne sert de distraction pendant que l'autre s'échappe. Cette méthode permet de détourner l'attention de la fillette et augmente considérablement les chances de pouvoir s'enfuir tous les 2. En plus, ça vous donne l'avantage psychologique de ne pas être aussi effrayé que vous le seriez si vous étiez seul. La peur déclenche naturellement une réaction de fuite ou de lutte, ce qui active le système nerveux sympathique et inonde votre corps d'hormones de stress comme l'adrénaline et le cortisol. Ça vous aide à prendre des décisions rapides, mais ça vous empêche de vous concentrer, ce qui rend une recherche approfondie plus difficile. En étant seul, vous serez trop concentré sur des choses comme les bruits parce que vous serez constamment en train de vous préparer à l'arrivée du monstre. Ça mobilisera toute votre attention et aura un impact négatif sur votre imagination et votre capacité à prendre des décisions. Par ailleurs, plus ils répéteront ce cycle, plus ils perdront le moral, et donc plus il leur sera difficile de gagner la bataille. Ils doivent absolument prendre l'avantage dès le début pour garder un esprit positif. En tant que seul athlète du groupe, Takahiro est le meilleur candidat pour faire diversion. Et les filles pourraient travailler ensemble pour fouiller rapidement chaque zone, sans faire de bruit et en restant discrètes aussi longtemps que possible, jusqu'à ce qu'elles soient découvertes. Elles devraient mettre au point un plan de recherche systématique dans des zones bien définies de l'école et faire un suivi de leur progression. De cette façon, personne ne perdra de temps à vérifier un endroit qu'elles auront déjà parcouru jusqu'à ce qu'elles aient éliminé toutes les options possibles. Ils ne savent pas si les morceaux de corps réapparaîtront au même endroit la nuit suivante, mais ils savent que le morceau trouvé ne doit plus être recherché si vous l'avez ramené à la chapelle avant de vous faire tuer. Il ne faut donc surtout pas le perdre une fois que vous l'avez trouvé.
La bonne nouvelle, c'est que la créature ne semble pas intéressée par les parties du corps elle-même. C'est ce que nous avons constaté quand elle a couru après Shota, juste après avoir tué Takahiro. Même si Asuka avait le bras, la rouge sang s'en est pris à la personne la plus proche d'elle. Du coup, créer une distraction pendant que quelqu'un transporte la partie du corps jusqu'au cercueil est une tactique tout à fait efficace. Si c'était moi à leur place, j'utiliserais le temps dont ils disposent pendant la journée pour repérer les meilleurs passages dans l'école. Asuka et Rie ont réussi à distancer la fillette. Elle n'est donc pas plus rapide que le commun des mortels. Ils peuvent en profiter pour trouver un moyen de se déplacer plus rapidement. Par exemple, ils peuvent arriver dans le rêve sur des rollers, ou s'ils veulent la ralentir, ils peuvent entraîner la fillette dans un piège en utilisant de manière créative des filets, des cordes et des haltères qu'on peut trouver dans la salle de sport de l'école. Quant à la riposte, je la réserverai en dernier recours. Nous avons vu pendant le combat avec Takahiro que ce dernier a pu bloquer la créature avec un headlock et la plaquer contre le mur. Et un démon qui peut être malmené de la sorte n'est probablement pas imbattable. Il peut être brièvement affaibli et assommé par des blessures physiques, mais il récupère rapidement aussi. Si vous voulez qu'il soit hors d'état de nuire pendant plus longtemps, vous allez devoir le frapper avec quelque chose de plus puissant. Par exemple, le four de la salle d'art. Il peut atteindre une température de plus de 1000 degrés en une demi-heure. Il va falloir s'y prendre à l'avance. Mais la prochaine fois, Takahiro pourrait peut-être balancer la fille fantôme dans le four pour voir si elle aime ça. Cette créature est terrifiante, mais il n'y a vraiment pas de quoi en avoir peur puisqu'ils savent que s'ils échouent, ils pourront riposter dès le lendemain matin. Mais ils ne veulent pas rester coincés ici pour toujours, je comprends. Alors ils vont devoir travailler ensemble et s'en tenir à la stratégie pour en finir au plus vite. Après plusieurs tentatives qui ont tout échoué, les lycéens décident un jour de se retrouver à la bibliothèque pour discuter de leur plan. Seul Atsushi refuse toujours de se joindre à eux. Shota a réussi à trouver un article de presse qui date d'il y a 30 ans et qui relate le meurtre brutal d'une fillette près de leur école. Il remarque rapidement que la victime ressemble parfaitement à la rouge sang qui les attaque sauvagement tous les soirs. Le tueur avait démembré le corps de la petite fille en plusieurs morceaux, mais la seule partie de son corps qui n'a jamais été retrouvée, c'est sa tête. Pour les aider à se préparer, Shota a également dressé un plan détaillé de tous les bâtiments et de toutes les salles du campus. De cette façon, ils pourront facilement identifier les endroits qu'ils ont déjà fouillés. Cette nuit-là, tout le monde se munit de Tokiwoki, et ils se séparent pour fouiller les bâtiments. Takahiro utilise des lumières vives et de la musique forte pour piéger la rouge sang et l'amener à le pourchasser dans le gymnase de l'école. Alors que les autres commencent à trouver de plus en plus de morceaux du corps de la petite fille, Takahiro se déplace dans le gymnase et fait tomber tout ce qu'il trouve pour éviter la rouge sang, et ainsi essayer de faire gagner le plus de temps à ses amis. Alors que les cycles se poursuivent, Takahiro parvient enfin à retrouver la dernière jambe. Il court à la chapelle et place rapidement la jambe dans le cercueil. Il ne reste plus qu'une seule partie du corps à trouver, et ils continuent à suivre la méthode qui leur a réussi jusqu'à présent. Mais ils ont beau chercher, ils ne parviennent pas à trouver la tête de la petite fille. Après avoir épuisé toutes les autres options, Shota a tout à coup une idée brillante. Il suggère d'aller fouiller la maison où la petite fille a été tuée 30 ans plus tôt. Et bien que ça les rapproche de la vérité, ça s'avère aussi être une grosse erreur, puisqu'ils finissent par se retrouver dans la pièce où tout s'est déroulé. C'est alors qu'ils repèrent un mur suspect qui semble cacher quelque chose. Le garçon pousse le meuble qui cache le mur, et derrière, il y a une partie du mur qui semble presque crier leur nom. Les filles ne sont pas sûres de vouloir continuer, mais après avoir fait tout ce chemin, les garçons n'ont pas l'intention de faire demi-tour. Ils commencent donc à enlever les planches une à une, et ce qu'ils trouvent derrière va tout changer. La peluche préférée de la petite fille, Emily, est cachée dans le mur. C'est alors que l'esprit de la petite fille claque la porte, et quand ils se retournent, la peluche a mystérieusement disparu. Terrifiés, ils s'enfuient tous de la maison aussi vite qu'ils le peuvent, mais ils ne se doutent pas qu'ils viennent de libérer accidentellement la créature la plus terrifiante qui soit. Ok, ces gamins viennent de créer sans le vouloir un tout nouveau problème qui va tout changer. Mais il y a peut-être encore un moyen de faire de la citronnade avec ces citrons. Jusqu'à présent, cette maison est le seul endroit à part l'école où ils ont rencontré le fantôme de Miko en dehors du monde des rêves. Il est clair que son esprit est toujours attaché à cet endroit. À chaque fois qu'ils se réveillent, la journée se répète exactement de la même manière. Ils ont peut-être perdu la peluche cette fois-ci, mais dans la prochaine boucle, il y a une chance qu'elle soit de retour dans le mur. Je ne dis pas qu'ils devraient rouvrir le mur pour voir si elle y est encore, parce que nous sommes sur le point de découvrir que libérer la peluche n'a fait qu'empirer leur situation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils devraient essayer de brûler la maison avec le jouet à l'intérieur. C'est un peu risqué, mais peut-être que la destruction de la peluche et de la maison permettra à l'esprit de reposer en paix et de mettre fin à la boucle. Si ce n'est pas le cas, ils vont de toute façon revivre cette journée encore et encore. Il n'y a donc rien à perdre à essayer. Du moins, c'est ce qu'ils pensent pour l'instant. Ce soir-là, tout le monde remarque que dans cette nouvelle version de la boucle, les choses ne se passent pas de la même manière. Asuka aperçoit soudain l'ombre de la fillette sur le mur. Mais cette fois-ci, on dirait qu'elle fusionne avec sa peluche et qu'elle mute lentement en une sorte de nouvelle forme hideuse. Alors qu'ils se précipitent tous pour se tirer de là, Rumiko est tout à coup écrasée et tuée par des matériaux de construction qui lui tombent dessus. Et Atsushi est littéralement coupé en deux, une fois de plus, par un vitrail.
Mais alors que les autres s'enfoncent de plus en plus profondément dans l'école, Shota se retrouve face à face avec cette nouvelle monstruosité. À sa vue, il est tellement paralysé par la peur qu'il se fige complètement. Et la créature l'écrase entre les rangées d'étagères et le met définitivement hors jeu. Les 3 autres survivants se barricadent dans un des laboratoires scientifiques et ils se fabriquent rapidement des torches de fortune juste au moment où la créature, dotée de son incroyable force, se ferait un chemin à travers la porte du laboratoire. D'un seul bras, elle attrape Takahiro et le soulève dans les airs. Celui-ci se défend et plonge sa torche dans la mâchoire désarticulée de la créature, mais celle-ci le projette à l'autre bout de la pièce où il s'empale sur une planche cassée. Rie tente de s'enfuir, mais la monstruosité bondit vers elle à travers la pièce. Et elle commence à dévorer son corps sous le regard horrifié d'Asuka. Après avoir achevé son amie, la créature s'attaque à Asuka. Mais celle-ci glisse et tombe du rebord extérieur du bâtiment et elle meurt sur le coup avant que le monstre n'ait pu l'atteindre. Le lendemain matin, en classe, les survivants font une découverte terrifiante. Rie est introuvable et aucun des autres élèves ne se souvient de son existence. Ils se réunissent dans le couloir et réalisent rapidement que si cette version de la créature vous dévore dans le rêve, vous disparaissez complètement sans laisser de traces. Ok, je n'aurais jamais cru que nous allions affronter une sorte de marionnette venue des profondeurs de l'enfer. Mais cette nouvelle forme de la créature change complètement la donne. Désormais, on ne peut même plus compter sur la répétition de la boucle, parce que si cette abomination vous bouffe, vous ne reviendrez plus pour le prochain tour. Notre priorité a donc changé. Au lieu de retrouver les parties du corps sans se soucier d'être tué, on doit maintenant éviter à tout prix d'être dévoré par le monstre. Sa taille imposante est intimidante, mais c'est aussi un des principaux facteurs qui joue contre lui, parce qu'il est plus difficile pour le monstre de se faufiler dans des espaces étroits. Avec sa capacité à courir à 4 pattes, ils ne pourront pas le distancer en courant en ligne droite. Ces jeunes vont donc devoir constamment emprunter les angles, les portes et les obstacles pour rester hors de sa portée. Si vous devez absolument vous battre, ne perdez pas votre temps à attaquer son corps. Concentrez-vous plutôt sur ses bras, ses jambes et surtout sa tête. Quand les choses se gâteront, le plus important sera de trouver un moyen de lui abîmer la tête de manière définitive pour qu'il ne puisse plus vous dévorer. Sinon, limiter sa mobilité est un bon compromis aussi. Le feu semble avoir fait ses preuves, alors continuez à l'utiliser à votre avantage. Veillez simplement à ce qu'il n'y ait pas de pieux en bois dans les environs sur lesquels il pourrait vous empaler, et tout devrait bien se passer. Nous ne savons pas encore s'il peut tous les manger en une seule fois ou s'il ne peut en manger qu'un par nuit. Mais il vaudrait mieux ne pas prendre de risques inutiles. C'est pourquoi il est préférable qu'il se serre les coudes. Il faut se concentrer sur la recherche de la tête. Et si le monstre commence à s'en prendre à vous, ayez toujours un plan pour réinitialiser la boucle avant qu'il ne puisse vous bouffer. Parce qu'il est évidemment préférable d'abréger le rêve et de recommencer plutôt que d'être complètement effacé de l'histoire. Plus tard dans l'après-midi, Takahiro retrouve Asuka sur le toit en train de réfléchir à ce qui les attend. Elle craint que même s'ils parviennent à mettre fin à la boucle, leurs souvenirs de ce qui s'est passé seront effacés. Ils retourneront alors tous à leur vie d'avant la malédiction, ce qui la laissera sans amis une fois de plus. Takahiro la rassure et lui dit qu'il trouvera un moyen de se souvenir d'elle quoi qu'il arrive. Il lui donne une pince à cravate spéciale comme symbole de sa promesse, avant de se pencher vers elle pour l'embrasser maladroitement, mais gentiment. C'est un joli moment, mais ils doivent maintenant retourner se battre pour leur survie. Alors que la boucle nocturne reprend, Asuka a une idée. Au cours d'une des nuits précédentes, elle a remarqué que la peluche avait coulé au fond de la piscine la tête la première, ce qui indique que la tête de la petite fille pourrait se trouver à l'intérieur de la peluche elle-même. Maintenant qu'ils ont fusionné, ça signifie que la dernière pièce du puzzle se trouve dans la tête du monstre, et qu'il n'y a qu'un seul moyen de la faire sortir de là. Les 5 ados qui sont encore en vie vont devoir se préparer à tuer cette chose grâce au pouvoir de leur amitié. La bataille commence quand le monstre défonce le plafond et tombe droit dans la pièce où les lycéens ont installé leur piège. Il les renverse tous d'un seul mouvement de ses bras monstrueusement longs avant de soulever Rumiko dans les airs. Les autres attaquent le monstre avec des pelles et des battes de baseball, mais rien ne semble fonctionner jusqu'à ce que Shota parvienne à lui faire lâcher prise en lui frappant le bras avec une énorme boîte à outils. Le monstre se tourne alors vers Shota et commence à le dévorer vivant, tandis que les autres essaient difficilement de se relever. Ils essaient d'esquiver les attaques du monstre et celui-ci les poursuit à 4 pattes à travers la pièce. Mais dans sa soif de sang, il finit par tomber directement dans leur piège. Il l'encercle et un des garçons lui jette un seau d'adhésif industriel sur le dos en venant par derrière. Les autres lui enfoncent une lourde table truffée de perceuses dans le ventre et ils le clouent à une colonne en béton. Il l'entoure rapidement avec une chaîne en acier, mais la créature reprend le dessus avant qu'il n'ait le temps de terminer. Et il semblerait qu'elle soit sur le point de se libérer. Alors que les filles tentent de la retenir suffisamment longtemps pour que les garçons puissent attacher la chaîne, la créature se penche, attrape Asuka et la soulève vers sa gueule. Rumiko allume une tronçonneuse et lui coupe le bras. Mais le monstre utilise son autre bras pour l'empaler dans la poitrine et il commence à dévorer Rumiko à la place.
Finalement, les garçons réussissent à activer le treuil, mais alors que le monstre s'agite dans tous les sens, il sectionne un câble et le treuil perd de sa puissance. Atsushi se précipite pour retenir le monstre avec un pupitre, ce qui laisse à Asuka le temps de reconnecter le câble. Mais il finit par en payer le prix fort, parce que le monstre allonge son cou et commence à le dévorer la tête la première. Ok, nous voilà à quelques centimètres de la ligne d'arrivée et nos survivants sont à 2 doigts de tout faire foirer. C'est maintenant à Asuka et Takahiro de sauver la situation, sinon ils seront tous les 6 complètement effacés dans la réalité. Ils ont commencé avec un fort avantage, mais l'un d'entre eux a fait une erreur capitale qui leur a fait tout perdre. Atsushi, tu as merdé. C'était pourtant assez simple. Ils avaient enchaîné la créature à la colonne. Les chaînes n'étaient pas solides, mais à ce moment-là, le monstre ne pouvait aller nulle part. Alors explique-moi pourquoi tu ne lui as pas coupé la tête quand tu en avais l'occasion. Au lieu de l'achever, Atsushi a posé sa tronçonneuse pour aider Takahiro à attacher la chaîne. Je suis sûre qu'il a apprécié le coup de main, mais tu sais ce que je pense qu'il aurait encore plus apprécié ? Qu'Atsushi fasse son foutu boulot et qu'il tue ce monstre. Un coup de tronçonneuse et tout aurait été fini. Mais Atsushi a pris la pire décision possible au moment le plus crucial. Et maintenant, ils sont peut-être morts tous les 6. Espérons que ses amis s'en sortiront. Mais si c'était moi à leur place, je ferais en sorte de parler de cette mauvaise décision une fois que nous serons tous hors de la boucle temporelle. Parce qu'Atsushi, là, tu as vraiment merdé. Furieux, Takahiro s'empare de la tronçonneuse, bondit à travers la pièce vers la créature et il lui tranche directement le sommet de la tête. Après un moment suspendu où ils ne sont pas sûrs de ce qui va se passer ensuite, le monstre se penche vers l'avant sans vie et la tête de la petite fille morte tombe au sol. Ils ont enfin la dernière pièce du puzzle, mais ils doivent encore la ramener à la chapelle s'ils veulent survivre. Takahiro et Asuka se dirigent vers la ligne d'arrivée et ils laissent le monstre derrière eux. Mais juste au moment où ils sont sur le point de mettre fin à ce cauchemar, le monstre enfonce la porte juste derrière eux. Takahiro décide de se sacrifier pour qu'Asuka puisse finir le travail. Et le monstre commence à le dévorer vivant sous les yeux d'Asuka impuissante. Finalement, Asuka court vers le cercueil, mais elle hésite trop longtemps. Et la créature la fait trébucher et l'entraîne dans le cercueil pour la tuer. Asuka décide qu'elle en a assez. Et elle commence à infliger la raclée de sa vie à la créature. Après un dernier coup bien placé, elle parvient à faire chanceler la créature. Et celle-ci s'effondre sur des chaînes qui pendaient, ce qui entraîne la chute d'un crucifix géant directement sur la créature. Asuka a finalement gagné. Et une fois son ennemi vaincu, elle replace la tête sur le corps de la petite fille et met ainsi fin à la boucle temporelle une bonne fois pour toutes. Au matin, Asuka se réveille dans son lit, et c'est enfin une nouvelle journée. À l'école, personne ne semble se souvenir de ce qui s'est passé. Mais ils finissent par tirer des noms d'une boîte pour le comité des fêtes, et je vous le donne en 1000, le destin les réunit tous les 6 une fois de plus. Lors de leur première rencontre, Asuka fait tomber la pince à cravate de Takahiro de sa poche. Et celui-ci est tout à coup envahi d'un sentiment qu'il ne peut expliquer. Comme il l'avait promis, ils se sont retrouvés après tout ça. Et tous deux vivront heureux pour toujours. Du moins, jusqu'à ce qu'une victime malchanceuse redémarre la boucle temporelle. Eh bien, c'est une bonne chose que nous ayons tous compris comment ce putain de truc fonctionnait. Parce que si nous ne l'avions pas compris, nous serions tous super morts. S'il y a bien une chose encore plus dure que d'aller à l'école, c'est de rester en vie dans des conditions aussi extrêmes. Mais à la fin, je pense qu'on a trouvé la solution, n'est-ce pas ? Ou peut-être que non. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!